The return of the NBA. Here's the Michael Jordan. Oh, man. I can't believe how fast 20 years went by, man. This is crazy. Yes, he is. But I tell you, he's unbelievable. Michael Jordan has been a sensational show again. Give it right back for Rick. Goodness. Look at that pass. Curry, a floater on the fly. Oh, my God. It's video. We're playing video. Here we go. Les valeurs du sport sont universelles et elles sont aussi féminines et on va en parler dans un nouveau numéro de Hype un petit peu particulier puisqu'on va prendre le temps aussi de mettre à l'honneur l'engagement des femmes dans le sport et pour ça on va accueillir de nouveau une revenante, elle revient en deuxième semaine, c'est Laura Keshishian. Comment vas-tu Laura? Ça va et toi? Ça va très bien, merci d'être là, créatrice, je vais y arriver, de contenu, Oui. She Is, mais également I Can Play, le média. Oui, le média sur Instagram, toujours. Rappelle-nous un peu l'ambition du projet, ce que vous y faites. Donc I Can Play, c'est un média qui met en avant le basketball féminin. On est présent sur différentes plateformes, plus particulièrement Instagram, mais aussi YouTube et TikTok. Instagram, je crois que c'est 80 000 personnes qui vous suivent. Ouais, à peu près ça. Ouais. Et sur YouTube, 65, un truc Ouais, comme ça. voilà, c'est Donc ça. c'est un petit peu suivi quand même. Hein. L'influenceuse influence beaucoup de monde. On va parler un petit peu du documentaire tout à l'heure. On a même une petite surprise avec l'une des protagonistes. À côté de toi, à ta gauche, c'est Maud Stervinou, la joueuse de Saint-Amand qui est avec nous. Comment vas-tu Maud? Bonsoir Sylvain, ça va très bien et toi? Très bien, on sait que tu es blessée. Oui, en effet, j'ai dû mettre un terme à ma saison suite à une blessure au niveau du tendon d'Achille. Ouais. Donc saison terminée malheureusement, mais bon, je continue de suivre de près mon équipe de Saint-Amand. Saint-Amand justement, on en parle un petit peu. Saison un peu compliquée, tu suis un peu l'équipe, les filles, vous échangez toujours ou pas? Oui, toujours, j'ai un contact direct avec les joueuses et avec le coach et le staff médical. Alors c'est sûr qu'on a connu une saison compliquée parce qu'il y a eu des petits problèmes avec les recrues. Aujourd'hui, on va attaquer les playdowns, pas forcément dans la meilleure position. On joue contre Basketland ce week-end et l'idéal serait d'engendrer un petit peu de confiance aussi avant de commencer les playdowns tout simplement. Basketball 3-3, je crois que tu es concerné aussi par cette discipline. Comment tu situes un peu le niveau du basket masculin et féminin quand on parle de 3-3? On sait qu'il y a des résultats là, ces derniers mois. Est-ce qu'au JO, on peut espérer faire quelque chose? Évidemment, et c'est l'ambition. Alors aujourd'hui, chez les filles, elles sont qualifiées d'office, donc c'est vrai que l'ambition est affichée d'aller décrocher une médaille. Elles ont déjà une première expérience avec les Jeux de Tokyo et concernant les garçons, alors aujourd'hui on est à 50 jours du TQO et on peut forcément leur souhaiter d'aller décrocher leur ticket. Bon, le basketball 3-3 qui a un temps été diffusé chez Sport en France, c'est aussi une discipline que on suit, qu'on aime bien voir grandir. On avait reçu d'ailleurs le sélectionneur de l'équipe de France masculine, Karim Souchu. Voilà. On va continuer notre tour de table et accueillir une joueuse qui évolue du côté de Marseille. Elle est membre du Stade Marseillais Université Club. Elle s'appelle Viviane Nora. Bonjour Viviane. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là Viviane, on est content de t'avoir puisque tu es à la fois dans le basket féminin 5-5 et le basket 3-3, mais tu es également une femme engagée et qui était l'égérie, hein, pas la seule, mais l'une des égéries d'une campagne qui s'appelle Je suis légitime. On va en parler avec toi dans quelques minutes. Moi, je voudrais que tu nous parles un peu du basket et de la ville de Marseille, puisque quand on parle de Marseille, on n'a pas coutume d'entendre parler de basket, mais plutôt de foot. Ouais, tout à fait. C'est vrai que historiquement, Marseille, c'est le foot, c'est l'OM. Mais voilà, le basket existe quand même sur le territoire marseillais, à travers le club du SMUC, donc où j'évolue. Mais il y a aussi d'autres clubs sur le territoire. Ça reste une grande ville. On est la deuxième ville de France, donc on se doit de développer un projet sportif aussi à la hauteur. Donc ça existe. Et puis c'est une ville aussi au soleil, donc on espère pouvoir développer du 3-3 de plus en plus avec les terrains extérieurs. C'est l'ambition aussi, ouais. Ok, bon, on va développer ça ensemble tout à l'heure, une grosse discussion autour de ton engagement, ça va être très sympa, j'en suis persuadé. Puis on accueille aussi nos consultants hebdomadaires, hein, toujours présents, Paul, Rudy et Thomas. On va avoir aussi une grosse discussion autour de l'évolution du basket et de la NBA peut-être en Europe et au Moyen-Orient dans quelques minutes avec un économiste du sport. Présentations sont faites, on y va, on se lance, on commence avec toi Viviane. Ça marche. Je suis légitime, une campagne marseillaise dans laquelle on peut te voir en affiche à peu près partout, hein, les arrêts de bus, les stations de tram, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer l'origine de cette campagne et qu'est-ce qu'elle promeut?
Ouais, tout à fait. Du coup, c'est donc une campagne à la fois culturelle, sportive et féministe qui est portée donc par la ville de Marseille. Cette campagne, elle a été inaugurée la semaine dernière et elle a vocation à durer jusqu'à après les Jeux Olympiques, même jusqu'au mois de septembre. Mhm. Donc l'objectif, c'est de mettre en valeur en fait 20 femmes. Donc j'ai fait partie des modèles qui ont fait partie de cette campagne-là. 20 femmes à travers 15 portraits photographiés par la photographe engagée marseillaise Isis Meshraf. Et donc voilà, c'est un programme qui a pour vocation de s'engager dans la lutte pour l'égalité homme-femme dans le milieu du sport spécifiquement. C'est un programme hyper important. Marseille, c'est une ville très engagée et donc c'était cohérent pour une mairie comme la nôtre de porter un projet comme ça. Mhm. Donc là, on nous voit depuis une semaine un peu partout sur, comme tu le disais, voilà, les arrêts de bus, les, les arrêts de tram, voilà, un peu partout dans le paysage public. Et voilà, et c'est un axe qui est très important en vrai dans le combat parce que de permettre au sport féminin d'être visible, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre d'évoluer, de pouvoir permettre à des futures générations de s'identifier, de nous voir, Ouais. de se dire que bah, c'est possible, de se dire que bah, c'est stylé, parce qu'en fait, les photos, elles sont aussi super stylées. Le but, c'est d'en avoir fait aussi voilà, quelque chose de vraiment culturellement fort. Et donc, voilà, c'est une belle campagne. Pourquoi c'était important pour toi spécifiquement de t'engager on sait que tu vis, enfin je sais que tu vis à Marseille depuis maintenant quelques années. Est-ce que c'est un engagement spécifique parce qu'à Marseille, il faut essayer aussi de donner un peu plus de place aux femmes à travers le sport? Ou est-ce que c'est un engagement que tu as toujours eu et porté en toi? Alors, l'engagement général voilà, du bien-être des sportifs, on va dire, je le porte depuis longtemps. De plus en plus, en vrai, depuis que je suis devenue psychologue en parallèle de ma carrière de basketteuse. Donc, c'est des sujets que j'ai à cœur de traiter. Et depuis que je suis ici, j'ai pu faire des rencontres qui m'ont permis en fait d'incarner ce type de combat, des rencontres très inspirantes sur le territoire marseillais. Il y a voilà, des combats féministes qui sont menés, des combats antiracistes qui sont menés, des combats. Voilà, donc dans cette campagne aussi, c'est sa richesse, c'est que sont représentées voilà, tout type de femmes aussi, Ok. des sportives aussi paralympiques. Donc c'est très intéressant. Est-ce qu'il est prévu, au-delà même d'une campagne un peu publicitaire, d'affiches ici et là, des temps d'échange, de conférences où vous seriez réunis pour justement faire passer vos messages, que ce soit aux hommes, hein, que ce soit à la nouvelle génération? Est-ce que ça fait partie aussi un peu du projet marseillais? Ouais, tout à fait. Bah, y a un enjeu qui est éducatif hein, dans cette campagne, tout à fait. On va aller rencontrer des écoles. La campagne est aussi affichée dans des bibliothèques. Donc, on va aller à la rencontre de pas mal de personnes, aussi des personnes qui travaillent à la ville de Marseille, parce que c'est voilà, une formation qui a à faire en fait très largement, comme tu le dis très bien, auprès des hommes, auprès des femmes, pour sensibiliser à ces discriminations, à ces violences aussi sexistes et sexuelles qui existent. Et du coup, les femmes sont encore plus exposées à ça dans le milieu du sport. Donc ouais, ça a vraiment vocation à être aussi éducatif. Sur ton engagement, bon, on l'a bien compris que tu prenais vraiment position pour la cause des femmes et le sport dans la société. Ça t'a amené aussi à créer une association pour élargir peut-être un petit peu plus le thème à la jeunesse. Est-ce que tu peux nous parler de cette association qui s'appelle Ouchma, qui veut dire honte, hein, je crois. Archouma, pardon. Ouais, excusez-moi, dans un dialecte marocain, je crois, si je dis pas de bêtises. Ouais, en arabe, l'Archouma. Alors, Ok. l'association du coup que j'ai mise en place depuis cette année, elle s'appelle Balle en main. Et la Ok. section, pour l'instant, qui existe, s'appelle la section l'Archouma. Ok, L'Archouma, ça veut dire la honte en arabe. ok, Et en fait, c'est au final les participantes de cette section qui ont trouvé ce nom. Le but, c'est de s'approprier un peu le stigmate de c'est la honte de commencer le basket alors que je suis une adulte débutante, j'ai jamais joué. Les souvenirs que j'ai du sport et du basket, c'est mes cours de PS où je me prenais voilà, des ballons dans la gueule ou alors où je me faisais un peu maltraiter. Donc là, le but, c'est de donner accès en fait, à cette pratique à un public qui n'a pas forcément d'espace pour le faire dans les clubs où c'est un peu plus compétition, etc. C'est d'ouvrir des nouveaux espaces en fait à travers cette association. Elle a aussi comme particularité, parce que c'est un des axes aussi du combat pour l'égalité entre l'homme et les femmes dans le sport, d'être gouverné que par des femmes. d'accord. Parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est malheureusement, dans les différents clubs et les organisations sportives, on ne retrouve pas beaucoup de femmes dirigeantes et entraîneurs aussi. Mhm. Donc, il y a aussi quelque chose à faire de ce côté-là pour qu'on puisse être à des places où on prend des décisions pour nous, en fait. Maud,
Le sport de haut niveau, tu le pratiques au quotidien. La position des femmes justement dans le sport, est-ce que toi tu la vois évoluer depuis ton entrée dans ce milieu-là? J'aurais du mal à dire que je la vois évoluer. Moi, je rejoins Viviane quand elle dit que c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque de femmes dirigeantes. Alors pour autant, je ne suis pas pour l'idée des quotas, de mettre en place le même nombre de femmes que d'hommes. Moi, je suis pour l'idée qu'on ait des gens compétents à leur poste. Et je pense que ce genre d'association et toutes ces campagnes, ces événements permettront aussi aux jeunes générations, tout simplement, de vouloir aller vers ces postes, de ne pas hésiter, d'oser le faire, tout simplement. Et je suis quand même assez optimiste pour la suite. Bon, très bien. Viviane, ces thématiques sport féminin, la jeunesse, c'est des thèmes qu'on pourra retrouver dans ta thèse ou pas? Ouais, tout à fait. Donc là, je commence une thèse du coup sur la prévention des violences en milieu sportif, plus spécifiquement chez les jeunes. Donc il ne s'agira pas que des violences de genre, des violences sexistes et sexuelles, c'est les violences au sens très large, mais bien sûr que voilà, les femmes sont un public vulnérable au final dans cette thématique, donc on retrouvera aussi de ça. Ouais. Très bien. Merci Viviane. Bouge pas, on reviendra vers toi pour te poser une question un peu plus globale sur l'inspiration féminine. Maud, je me tourne vers toi. Vous êtes et tu es par essence une sportive de haut niveau, donc quelqu'un qui peut inspirer aussi la nouvelle génération à suivre un peu tes pas et à devenir aussi une athlète de haut niveau. Mais peut-être que ton inspiration est venue aussi d'autres personnalités féminines qui ont fait beaucoup pour la cause sociale, sociétale et féminine. Et je crois que tu voulais nous parler d'une certaine Alice Mia. En effet. Donc comme tu le dis, c'est vrai que la question d'égalité homme-femme, c'est devenu un enjeu sociétal. Pendant longtemps, il y a certaines personnalités qui ont mis en avant le fait que les femmes n'avaient pas forcément leur place dans des compétitions de haut niveau. Et je pense notamment aux Jeux Olympiques. Et un petit peu à l'image justement de Coubertin qui déclarait en 1935 que les femmes étaient présentes sur ces compétitions-là justement à l'échelle mondiale seulement pour couronner les vainqueurs. Alice Mia fait partie de ces femmes justement qui ont voulu mener un combat contre ces mots et contre ces pensées. Alors quel type de combat elle a mené et quels impacts ont eu ces combats sur l'évolution de la condition féminine si on parle que de ça? Alors son combat, il a été assez clair, c'était de permettre aux femmes justement de participer à des compétitions à l'échelle internationale, notamment aux Jeux Olympiques, et également de permettre aux femmes de disposer de leur corps et de leur liberté. Donc c'était une rameuse professionnelle, mais elle a été surtout connue pour les combats qu'elle a menés. Et pour ne citer que quelques dates, justement, en 1921, cette femme, elle est devenue la fondatrice de la FSFI, qui est la Fondation Sportive Féminine Internationale, et qui permettait aux femmes, justement, d'être représentées à l'échelle mondiale. En 1922, il y a la première édition des Jeux mondiaux féminins, donc, car justement à l'époque, le CIO, donc le Comité international olympique, refusait encore la présence des femmes. Et il y a eu 4 éditions de ces Jeux mondiaux avant de permettre aux femmes tout simplement d'être représentées au niveau des Jeux olympiques. Ça a connu un réel succès. Tout de suite? Pas tout de suite. Ça, comme je te le dis, il y a eu 4 éditions avant. Mais en termes de représentativité, quand ça a fonctionné, est-ce que c'est tout de suite, ça a été une ouverture assez intéressante? Intéressante, oui, parce que ça a eu un réel impact. C'est en 1928, justement, aux Jeux d'Amsterdam, que les femmes sont représentées pour la première fois dans un sport au JO. C'est un sport phare de l'époque, c'est l'athlétisme. Et en fait, ensuite, son combat, justement, a eu un impact parce qu'en 1991, donc à la fois, j'ai envie de dire, seulement la charte des Olympiques, justement, oblige tous les sports à faire représenter les femmes. L'impact sur les générations actuelles d'Alice Mia, est-ce que toi tu imagines là aujourd'hui quand tu penses à une sportive ou même pas d'ailleurs une personnalité publique, quelqu'un qui aurait un petit peu repris son combat pour l'amener aux causes actuelles? Est-ce que tu vois quelqu'un? Oui, j'aimerais moi mettre en lumière justement Aurélie Bresson, donc, qui est une journaliste qui a créé un média qui s'appelle Les Sportives et qui met en lumière les performances des athlètes féminines, et également faire un clin d'œil aux Jeux de l'équipe de France 2-3-3 qui, à l'image de Hortense Limousin par exemple, est marraine du concours Clémy, donc qui est un concours justement pour promouvoir l'égalité filles-garçons, et évidemment de Laetitia Guapo, Marie-Ève Paget aussi, qui sont ambassadrices justement de ce combat-là, qui le mettent en lumière par différents facteurs. Dans un premier temps, leur performance. Et aujourd'hui, la manière dont elles gagnent des médailles sous le maillot, et également par leur engagement et l'aura qu'elles dégagent là-dessus. On va se poser la question tout à l'heure des porte-voix dans le sport et notamment dans le basket, mais j'ai envie déjà d'y aller un peu tout de suite. Est-ce que, tu l'as dit, il faut performer pour justement être capable de représenter une cause, ou est-ce que tout un chacun, une femme, n'importe qui peut quand même porter un discours féministe ou non? Chaque femme peut le faire. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas chercher une légitimité justement par les performances. On a de la chance aujourd'hui, et notamment dans le basket, que
les femmes aussi sont capables de rapporter des médailles et donc sont mises en lumière par leur performance. Et c'est ce qui ouvre un petit peu la voie après, car il y a plus d'accès au niveau des médias, de cette visibilité-là, qui leur permettent de faire passer leur message justement. Mais moi, j'encourage toutes les femmes qui ont ces convictions à en parler autour de soi et à vraiment véhiculer ce message et cette promotion de l'égalité. La passion de Maud Stervinou que je découvre dans Hype est tout à fait très intéressante à entendre. Laura, She's, le documentaire, on va en parler avec toi, c'était un peu ce que tu voulais mettre en avant, on en avait parlé bien sûr dans un précédent numéro de Hype. Rappelle-nous un peu les causes du documentaire et surtout sa direction, à savoir quelle cause il sert ce documentaire. Alors, il faut savoir que moi, quand j'étais plus jeune, on parlait beaucoup des États-Unis, etc. Mais je ne savais pas du tout comment on faisait pour y aller. Ouais. Mais il y a un moment, je me suis posée et j'ai reçu un message de Naomi et de Elena, qui sont deux filles qui sont dans le documentaire. Elles m'ont dit « Ouais, Laura, on aimerait bien vlogger un peu notre vie, etc. » J'ai dit « Attendez les filles, moi j'ai un projet, j'ai toujours voulu savoir c'est quoi votre vie là-bas. Ouais. Donc, on va essayer de monter un projet pour vous mettre en avant et savoir qu'est-ce que vous faites là-bas. » Et du coup, en vrai, je ne vais pas en dire plus. Oui. On a ramené quelques images et je vous laisse regarder ça. À l'époque, quand c'était en général l'été ou les vacances scolaires, je passais mes journées dans des open gym à jouer et tout. Et je me rappelle, un jour, rentrer chez moi, en pleurs. Ma mère, elle me demande « Naël, il y a quoi ?» Et je disais j'étais au basket, ils ne voulaient pas me laisser jouer parce que je suis une fille. Et je me rappelle très bien de plein d'épisodes comme ça où je rentrais chez moi en pleurs, en mode un peu, une gamine un peu qui se rend compte des réalités de la vie, quoi. En mode, je suis une femme et rien va être facile pour toi, quoi. Comme la majorité des filles vont le dire, c'est toujours tout pour les garçons, quoi. Par exemple, certains médias basket en France, ils mettent en valeur que les basketteurs de France, alors qu'on sait très bien que chez les filles, on peut avoir des pépites aussi qu'il faut, je pense, mettre en valeur, montrer aussi sur les réseaux. C'est dur, il faut être dur mentalement. Je pense que si t'aimes pas autant le sport que ça sert à rien. C'est le plus dur moment dans ta vie puisque t'as un océan d'écart. Il se passe un truc, tu peux même pas venir. Si t'as un problème, toi, tu te blesses, il n'y a personne qui est là pour toi en vrai. C'est dur et moi, ce que je faisais, c'est j'allais au gymnase. Et ce que je fais toujours, c'est quand je vais pas bien, je vais me défouler sur la balle. Team on three. 1, 2, 3. I can play, baby. You already know. Voilà, extrait du documentaire Chili. Si vous ne l'avez pas vu, il faut y aller très vite. Oui. Ça se regarde très très bien. On vous avait parlé en préambule d'une petite surprise. Je crois qu'elle est là, la surprise, Laura. Ouais. Du coup, là, on accueille Naomi Mbondu. Naomi, ça va? Naomi, membre du documentaire. Du coup, aujourd'hui, Naomi, t'es revenue en Europe. Et avant de parler un peu de ton expérience aux USA, etc., j'avais une question. J'aimerais savoir pourquoi tu as fait le choix de partir aux États-Unis au lieu de rester en France alors que tu avais déjà joué en pro en France. Alors, tout simplement parce que moi, j'étais une grande rêveuse. Enfin, je suis toujours une grande rêveuse. Et je me sentais obligée de tenter l'expérience. Je savais que j'allais regretter si j'étais pas allée. C'est vraiment par amour, passion du basket et aussi à cause de la hype qu'il y avait tout autour des États-Unis, quoi. Elle est bien, Naomi, hein, bravo. Vas-y. Et aujourd'hui, tu es revenue. Tu as fait différents clubs. Tu as fait en France, La Roche-Vendée. Après, tu es partie en Italie. Et actuellement, si je ne me trompe pas, tu es en Allemagne.
et tu joues en première division, c'est ça, là-bas. Ouais. Je voulais savoir, est-ce que ton expérience aux États-Unis t'a plus servi ou desservi? Parce qu'il me semble que quand on revient en France et qu'on a fait déjà tout son cursus là-bas, parfois les Français ne sont pas forcément très en accord avec ça. C'est vrai. Mais moi, personnellement, je me sers de l'expérience que j'ai eue aux États-Unis pour être la joueuse professionnelle que je suis aujourd'hui. Par exemple, ça m'a apporté beaucoup de rigueur, de régularité dans mon travail. Et je m'en sers. Et ça me sert vraiment. Ça me sert vraiment beaucoup, quoi. Ça te sert vraiment. Et quand tu es parti aux États-Unis, là-bas, quelles étaient vraiment les grosses différences entre, on va dire, l'Europe et les États-Unis, par exemple, sur les entraînements, la médiatisation? Qu'est-ce qui t'a vraiment choqué? Infrastructure, tout ce qui est vraiment l'argent que, j'allais dire la fédération, mais en gros que la NCA met en place vraiment pour le sport féminin. Pas que féminin, au final, c'est que masculin et féminin, mais vraiment les infrastructures. Clairement, en tant que joueuse, je manquais de rien. Je ne manquais de rien. Je devais juste m'occuper du sport et des études. C'est tout ce que je devais faire. Le reste, c'était eux qui prenaient en charge. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui m'a clairement choqué, surpris, mais en bien, quoi. Naomi, aujourd'hui, tu évolues en Allemagne, comme le disait Laura. Comment tu situes de manière globale le niveau du basket féminin, on va dire européen, si on globalise, on met le français parce que tu as joué en France, donc tu connais, et qu'on parle du basket allemand? Ça Ok. Ça n'a rien à voir. La France, vraiment, c'est du haut niveau. En Allemagne, on va dire que c'est pas développé. Enfin, je trouve que ce n'est pas développé. Il y a quasiment... il n'y a pas aucun moyen qui soit en œuvre, mais il y a très peu de moyens en Allemagne. Et par ce manque d'investissement, je pense aussi que ça ne donne pas forcément les meilleures joueuses professionnelles qui puissent exister en Europe. Alors justement, tu parlais d'investissement. Merci Laura pour l'échange avec Naomi. Allons justement sur l'investissement des femmes dans le sport, parce que c'est aussi un peu le thème de ce début d'émission. On parlait d'investissement par rapport à la représentativité. Aujourd'hui, quand on parle de basket, quel pourrait être le porte-voix ou celle qui aurait justement toute cette légitimité ou ce message à faire passer pour représenter un petit peu une cause élargie, hein. Quand on parle de femmes et de sport, c'est aussi élargi. C'est pas que le basket. Viviane, est-ce que aujourd'hui le basket féminin ne manque pas de porte-voix justement? C'est vrai que là, quand tu posais la question, il n'y a pas une personne qui m'est venue en tête, mais je suis plutôt d'accord avec Maud qu'aujourd'hui, quand même, les filles du 3-3, elles réalisent des choses extraordinaires et c'est super inspirant pour le basket de manière générale. On attend aussi l'équipe 5-5 cet été. En fait, je pense qu'il faut que le combat se démocratise encore plus. Et je pense que ce qui est compliqué, en fait, c'est que quand on est dans le système, on n'a pas forcément la même clairvoyance que quand on en est sorti aussi par rapport à ces questions-là. Et je trouve que c'est beaucoup de s'exposer aussi quand on est encore joueuse professionnelle, sous contrat, avec des enjeux, de venir dénoncer des choses. On sait qu'on n'est pas pris dans les mêmes problématiques. Donc peut-être que ça explique aussi qu'il n'y ait pas quelqu'un qui soit encore plus porte-voix que ça, quoi. Ok, libérer la parole en carrière, c'est pas quelque chose d'aisé. Je pense que Maud pourrait aussi nous en parler. Merci Viviane pour ta présence et puis la qualité de ce que tu nous as exposé, c'était très très intéressant. Bon courage pour tous les projets en cours, parce qu'il y en a beaucoup. Et puis on te revoit bientôt sur les ondes de Hype. Très bonne fin de journée. À bientôt. La représentativité et les porte-voix, Maud, est-ce qu'il en manque dans le basket? Oui, je pense qu'il en manque, mais je pense aussi que les hommes aujourd'hui ont leur rôle à jouer. En préparant justement un petit peu justement les femmes qui représentent ce combat-là, à l'image de Tony Parker et Boris Dio qui en 2012 étaient présents justement au match féminin, je pense que ça véhiculait un message aussi de solidarité et d'engagement de leur part. Et aujourd'hui, on a de la chance d'avoir des athlètes féminines qui performent, on a des hommes aussi qui peuvent être porte-parole de ce combat-là. Je pense que c'est aussi un devoir commun de mettre ça en lumière. Est-ce que c'est un devoir masculin?
aussi. Est-ce que c'est pas aussi l'implication des hommes pour justement mettre la cause en lumière, monsieur? On le fait à notre niveau, j'ai envie de dire un petit peu tous les trois quelque part. Petit niveau. Voilà. On essaye en tout cas. Et comment ça se concrétise, pardon? Écoutez, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment un travail quotidien. Un travail de fond. Après, pour revenir à ce côté porte-parole, porte-drapeau, est-ce qu'il ne faudrait pas justement une numéro 1 de draft WNBA, par exemple, qui aurait cette légitimité supplémentaire qui lui permettrait, on pense à Dominique Malonga peut-être en 2025, ça peut être un bon profil, la WNBA au féminin, quelque part, est-ce que là, elle serait peut-être intouchable et pourrait se permettre, entre guillemets, ce genre de discours? Non, je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Après, c'est vrai qu'il faut une certaine... c'est pas facile de s'exposer, comme le disait Viviane, parce qu'aujourd'hui, on peut avoir un petit peu ce ton où on se dit, bon, il faut être concentré sur un seul projet. C'est encore... elle est très jeune. C'est pas facile non plus d'assumer, entre guillemets, ses combats, mais c'est quelque chose qui nécessite une certaine maturité de vie. Le fait qu'on sorte des fois du circuit, justement, du sport de haut niveau, ça nous permet d'acquérir cette maturité et de pouvoir en discuter plus facilement. Mais c'est sûr qu'elle aurait la crédibilité et la légitimité pour le faire. Mais il y en a bien d'autres. Laura? C'est vraiment très compliqué. En vrai, là, je rejoins tout ce qu'elles ont dit. Ouais. Pour Dominique, comme elle a dit, elle est très jeune. Et est-ce que c'est très dur d'assumer certaines positions parfois? Parce qu'elle n'est pas toute seule dans déjà tout ce qu'elle fait. Oui. Et je veux dire une petite anecdote. Je me rappelle, il y a quelques années, quand j'ai lancé la page I Can Play, il y avait une story qui a été faite de Dominique qui venait de rentrer dans un grand centre, on va dire ça comme ça. Ok, on voit à peu près l'idée. Et en fait, dans cette vidéo, elle dunk. Et cette vidéo, je l'ai repartagée sur I Can Play. Au début, très contente, etc. Waouh, mais la vidéo marche très bien parce que c'était très, très rare, surtout... déjà mettre en avant les filles, etc. Ça, 15-16 ans. Voilà, exactement. Alors, voir une vidéo d'une fille qui dunk, en plus une française, etc., c'est extrêmement rare. Forcément, la vidéo, elle marche très bien. Au début, elle est très contente. Puis après, au bout de, peut-être 1 heure, je reçois un message. Ouais, est-ce que tu peux retirer la vidéo, s'il te plaît? Je dis, bon, pourquoi? Mes coachs, ils sont pas trop d'accord, machin, on veut protéger, plein de choses. J'ai dit, écoute, je vais juste retirer la mention pour qu'on ne puisse pas te reconnaître, savoir qui tu es, etc. Mais voilà, C'était contrôlé, voilà, tout est contrôlé, plafonné, on va dire. Et je la vois... Enfin, ça dépend aussi des caractères. Il y a des joueuses qui vont avoir plus de facilité à s'exprimer que d'autres, qui vont dire qu'ils sont un peu plus rebelles, etc. C'est aussi dans la personnalité. Dans la nature, ok. Donc, c'est compliqué. Très bien. Naomi, sur la question des représentativités et peut-être des porte-voix, des leaders dans le basket féminin, est-ce que tu en identifies une, toi? Peut-être du côté de l'Allemagne ou ailleurs? Pas forcément. Pas forcément. J'ai pas forcément de... Non. Ok. Bon, est-ce qu'il en faudrait plus, du coup? C'est sûr. Oui. Ça, oui. Tout à l'heure, il n'y a pas forcément... Moi, je pense que t'as le bon message, par contre. Ok. Bon, très bien. Merci Naomi, on va te remercier. On entend un peu moins bien la fin de la conversation. Merci d'avoir été présente avec nous dans Hype, grâce aux efforts de Laura Keshishian. On te souhaite une bonne suite de saison en Allemagne et puis de repasser nous voir dès que tu as un moment. Merci. Je t'en prie, à bientôt. Très belle discussion autour du basket féminin. On voulait prendre le temps aussi, c'est très rare dans notre programme d'en parler. On l'a fait, on continuera de le faire. On va changer de sujet complètement d'ailleurs. On va parler un petit peu de géopolitique du sport dans le débat de la semaine. Alors c'est l'une des actus hype du moment, il y en a beaucoup, mais on parle de NBA et d'expansion avec ce vieux serpent de mer qui est que la NBA a encore des volontés de revenir en Europe pour s'étendre et créer peut-être une ligue d'expansion en association cette fois-ci avec la FIBA et le Moyen-Orient. Donc ça c'est un petit peu la donne un petit peu nouvelle qui pourrait... nourrir un peu plus d'ambition dans cette quête de réussite. Pour parler un petit peu de ce sujet un petit peu complexe, on a décidé de faire venir en plateau, et plutôt en Skype d'ailleurs, un économiste du sport, spécialiste de la stratégie sportive notamment, qui s'appelle Vincent Beau. Salut Vincent.
Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? On t'entend très bien, on te voit très bien. Merci d'être là, Vincent. On sait que le temps est compté, il y a beaucoup d'actu également pour toi. Avant de se lancer sur un sujet un peu complexe, on voulait profiter un peu de tes lumières, de tes connaissances, pour nous donner un petit peu une chronologie justement de l'expansion de la NBA vers l'Europe. On sait que c'est une discussion qui date depuis plus de 30 ans. Est-ce que tu peux nous redonner un peu voilà, les dates clés, les moments clés de cette expansion ? Alors oui, tout à fait. Tout a commencé il y a 40 ans même, quand David Stern a pris ses fonctions de commissioner au sein de la Ligue. Ça faisait partie d'un de ses premiers programmes, vraiment de mondialiser la Ligue avec le programme NBA Global Games. Et il y a eu ils ont commencé par les matchs de pré-saison. Il y a eu un premier match à Milan. Ils ont commencé à s'intéresser aussi à des contrées comme les Bahamas, comme Mexico, comme Puerto Rico, comme Londres, vraiment au début des années 90, avec des matchs de pré-saison. Ils ont lancé le Open McDonald's aussi, qui faisait partie d'un plan de conquête essentiellement de l'Europe, avec de 87 à 99, donc pendant toutes les années 90, avec une édition en 91 à Paris avec les Los Angeles Lakers et en 97 avec les Chicago Bulls, vous connaissez. Bien, ouais. Donc voilà, il y a toujours eu ce plan de mondialisation. Les NBA Global Games, ils existent depuis 84. Et derrière, depuis les débuts des années 2000, ils ont essayé d'aller conquérir aussi d'autres territoires à enjeu, notamment la Chine, avec Pékin en 2004. Et Yao Ming était déjà dans la ligue aux Houston Rockets à ce moment-là. Ils ont essayé en 2013 aussi à Manille. Et puis, il y a un territoire aussi en jeu, c'est l'Inde. On n'en parle pas assez. Oui, il y a eu des premiers matchs de pré-saison à Mumbai en 2019. Voilà. Merci pour cette chronologie, Vincent. Je te relance tout de suite. Arrêtons-nous sur l'Europe et sur le Moyen-Orient, parce que c'est la question du jour. Il y a un exemple avec le foot qu'on a vécu l'été dernier, avec cet exode de joueurs un peu stars du côté de... C'était où d'ailleurs? Je ne sais plus. Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, voilà, j'ai dit Dubaï, non. Arabie Saoudite, on va pas... Ça avait beaucoup fait réagir LeBron James et de nombreux joueurs NBA. Justement, je voudrais que vous réagissiez, messieurs, à ça. On n'y est pas encore, mais est-ce qu'on n'est pas au début de quelque chose qui pourrait ressembler à ce qu'on a vécu dans le foot, c'est-à-dire voilà, une nouvelle un peu géopolitique du sport située au Moyen-Orient et bien sûr en Europe, avec des joueurs stars et donc un niveau de jeu peut-être un peu plus conséquent. On voit déjà que l'Arabie Saoudite investit énormément dans le sport. Il y a eu donc le golf avec le circuit Live. Là, ils ont proposé 2 milliards de dollars pour acheter l'ATP et la WTA. Ils sont déjà sponsors du classement ATP. Donc là, finalement, c'est la prochaine étape. Mais c'est quelque chose de global pour l'Arabie Saoudite. Alors, est-ce que ça va se développer au niveau du championnat local? Ça, c'est une autre question. Parce qu'on voit qu'en foot, ça fait un peu pchit au final. Le niveau de jeu n'est pas dingue. Et puis on n'en parle plus tant que ça. On en a beaucoup parlé au début. Et puis finalement, un peu moins maintenant. Audi, est-ce que tu penses que la géopolitique peut changer et que ça peut se globaliser encore plus? Ce que la NBA souhaite faire finalement depuis près de 40 ans. Moi, je ne pense pas que ça serait une mauvaise direction. Ça peut que être bénéfique, en tout cas pour le basket international. Ça veut dire qu'on crée encore un championnat d'élite où là justement l'Europe est représentée, le Moyen-Orient est représenté, donc vraiment tous les continents pourraient justement avoir son mot à dire là-dedans. Et dans les compétitions internationales, après les nations pourraient en bénéficier justement pour avoir des joueurs performants qui ont l'habitude de jouer justement au très haut niveau, à l'image des joueurs qui sont en NBA, des Européens ou autres qui sont en NBA. Donc non, pour moi c'est une bonne idée, ça peut être une bonne idée. Thomas Sineki. Oui, après Vincent va peut-être nous aiguiller, nous répondre là-dessus, mais enfin moi je pense qu'il ne faut pas oublier que en Arabie Saoudite, le foot, c'est déjà le sport numéro 1 quand même. Enfin, je veux dire, par rapport au basket, à mon avis, c'est quand même très important. Je vois mal. Pour le tennis, pour le golf, ça s'entend plus parce que c'est complètement mondial. Donc on va là-bas parce qu'il y a de l'argent, tout le monde a bien compris, ok. Pour le foot aussi, mais le foot, en Arabie Saoudite, les stades sont remplis, il y a toujours eu une énorme passion. L'équipe nationale fonctionne de mieux en mieux, on l'a vu encore au dernier mondial. Pour le basket, j'ai vraiment du mal, mais... je suis curieux peut-être de voir ce que Vincent va nous dire là-dessus.
Vincent, une réponse à apporter à Thomas? C'est très pertinent. Faut savoir que alors la FIBA se mondialise aussi, hein, une nouvelle stratégie depuis 10 ans d'ouvrir les fenêtres de qualification à toutes les nations. Donc ça permet aussi de réanimer certains territoires aussi qui n'avaient pas connu le basket international depuis des années. Donc il n'y a aujourd'hui aucun plan technique national dans ces pays-là. Sauf pour celui qui se lance un peu sur le basket 3-3, c'est l'Arabie Saoudite avec une ligue pro. Donc une ligue pro domestique, mais après derrière oui au niveau domestique pour l'instant moi je vois pas forcément d'ancrage, même à long terme je ne vois pas forcément d'ancrage. Ce que je vois par contre c'est la possibilité peut-être d'implanter une franchise soit aux Émirats Arabes Unis à Abu Dhabi ou à Dubaï ou éventuellement à Doha au Qatar dans les prochaines années. Après l'Arabie Saoudite aussi reste une terre possible pour pouvoir accueillir du basket, une franchise, pourquoi pas. Voilà. Parlons des zones d'influence avec toi, Vincent. On parlait d'expansion. Je ne sais pas si on se repère trop maintenant avec la création des ligues un petit peu partout dans le monde. La Basketball Africa League existe, d'ailleurs propose sa 4e édition au moment où on se parle. L'Euroleague, la FIBA, la NBA. Est-ce qu'on peut justement faire le point avec toi, Vincent, sur ces différentes ligues, il y en a d'autres hein, bien sûr, et leurs zones d'influence? Alors, tout à fait. Déjà, quand on parle de nouvelles ligues de développement entre la FIBA et la NBA, je vois mal comment on va réussir à faire cohabiter les deux, puisque la NBA, son modèle, c'est un modèle de ligue fermée. Et il ne faut pas oublier que la FIBA, elle, organise les compétitions dans le cadre du règlement, notamment européen, pour le sport, où derrière, il faut aussi primer la réussite sportive et pouvoir faire des montées-descentes. Donc, ce modèle de ligue fermée, il n'existe pas encore en Europe. Derrière, la FIBA a pris une orientation en développant la BCL, justement, qui favorise aussi ces orientations-là et ce règlement-là. Donc après, derrière, pourquoi pas faire une ligue hybride, justement un peu comme la balle, mais derrière, ils seront dans l'obligation de favoriser les montées et les descentes, quoi. C'est toujours compliqué. Après, il y a l'intérêt de l'Euroleague. L'Euroleague joue une course contre la montre, justement, derrière pour pouvoir implanter des marchés comme Paris et Londres, et des marchés qui sont plus conformes vraiment au logiciel NBA, au logiciel américain. Parce que le logiciel américain il fonctionne moins facilement dans les pays latins, style Espagne, Grèce, Turquie. On est sur un modèle de business administration qui est complètement différent. Et dans ces pays-là, en Euroleague, c'est les clubs omnisports et c'est les sections football qui portent économiquement aussi le basket, ou sinon des gros mécènes. Hein, je pense au Pana et à l'Olympiakos aussi. NBA, s'il te plaît, et l'Euroleague, c'est important. Deux grosses ligues qui aujourd'hui présentent un niveau de jeu très très intéressant, avec une dimension marketing supérieure peut-être en NBA encore. Est-ce que le fait de voir arriver la NBA sur le terrain de l'Euroleague, c'est pas le début d'une guéguerre entre les deux, quoi? Non, je pense que c'est surtout la FIBA et l'Euroleague qui se battent le bout de gras pour pouvoir justement revendre des franchises quand la NBA sera prêt à se positionner, parce que de toute façon il va falloir céder des parts de marché à la NBA. Après, c'est pas la vocation de la FIBA, c'est beaucoup plus la vocation de l'Euroleague. Et c'est pour ça qu'ils jouent une course contre la montre, parce que c'est vraiment la FIBA et la NBA qui avancent ensemble depuis une quarantaine d'années. Et c'est surtout que la FIBA est beaucoup plus forte qu'avant. Il y a 15 ans, c'était pas le cas. L'Euroleague était en position de force. Maintenant, la FIBA va sûrement absorber l'Eurocup dans les années à venir. Question pour toi, Vincent de Paul. Oui, Vincent, et ce qui dérange la FIBA finalement, c'est pas le fait qu'il ne touche rien sur l'Euroleague, c'est aussi ça le nœud du problème finalement. Et la FIBA, ils n'ont pas vocation à ça. C'est une société. Enfin, ils n'ont pas vocation à faire trop de business. Même si on sait que c'est une fédération internationale et on sait comment ça fonctionne, notamment la FIFA aussi. Oh oui. Il y a des enjeux économiques, mais après derrière, faut pas oublier que c'est un organe de promotion du sport avant tout.
alors que l'Euroleague, c'est vraiment une société commerciale. Et qui est une ligue semi-fermée finalement, parce qu'il y a tellement de licences, des clubs qui restent, on est sur une dizaine de licences. Une dizaine de licences. Ah ouais. En Euroleague Un peu plus pour le reste. En Euroleague, oui, c'est semi-fermé parce qu'ils arrivent à contourner le système. Ils font une montée sur invitation pour le vainqueur de l'Eurocup. Et là, il y a de fortes chances en plus que ce soit Paris ou Londres qui l'obtiennent. Encore une ou deux questions pour Vincent, si on en a. Ouais, en plus, forcément, ça amène à une réflexion très globale qui fait quand même un peu peur. Enfin, toujours quand on a cette discussion-là, de toute façon, c'est que ça donne envie, c'est sûr, à terme. On imagine, nous tout de suite, par exemple, même Wemby qui viendrait plus souvent jouer en Europe sur un championnat hyper globalisé. Mais si on pense derrière à quel point ça détruira tout de suite toutes les divisions derrière, c'est déjà très 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 dur aujourd'hui sur les Coupes d'Europe et en France de médiatiser par rapport à la surmédiatisation de la NBA. Je ne sais pas ce qui est le mieux. Je ne sais pas ce que tu en penses, Vincent. Alors moi, ce que je pense, c'est déjà que la NBA, avant le marché européen, il va d'abord s'intéresser à son nouveau contrat télé de 72 milliards, contre 3 milliards sur le marché européen, Moyen-Orient. Donc je pense qu'ils ont plus intérêt déjà à négocier leur droit TV. Et après, derrière, ils verront pour le marché européen et puis la mondialisation. Après, cette mondialisation, je pense que ça va être juste peut-être une franchise par pays et par puissance économique. Ce ne sera pas plus que ça. Et puis, encore une fois, le temps que ça arrive, le temps que ça s'organise, je sais que le Moyen-Orient, ils veulent aller très vite. Je pense que les Américains ils sont beaucoup plus prudents. Ils ont vu le crash de la NFL en Europe entre fin années 90 et début 2000 avec la conférence européenne de NFL qui a été un fiasco. Donc ils n'ont pas envie de se griller non plus. Ils ont vraiment, s'ils s'engagent, c'est pour durer. Donc voilà. Et après derrière, ils pourraient absorber vraiment les clubs de l'Euroleague. Et s'ils ont un gros contrat télé, on pourra modéliser avec les droits télé ces franchises européennes, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui parce que l'Euroleague ne génère aucun droit TV conséquent pour pouvoir modéliser, redistribuer au club et modéliser. Vincent Beau, spécialiste du sport et de la stratégie, quand on parle de basketball, voilà, c'est très 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 précis. Une question, une dernière peut-être de Rudy ? Dernière, mais peut-être plus générale, justement, t'es bien placé Vincent. Quel serait le business model justement sur la création d'une telle ligue européenne avec l'association, avec bien sûr le soutien de la NBA et de la FIBA, et quels seraient aussi les impacts financiers, les retombées financières justement avec un tel projet ? Après, je pense que l'intérêt des Américains, s'ils y vont, de la NBA s'ils y vont, c'est d'avoir vraiment une ligue fermée et peut-être trouver un moyen de contourner déjà le règlement européen. Et c'est possible de le contourner. Après, c'est surtout modélisé sur les droits TV, donc les revenus passifs. Les revenus aussi, pareil, de licensing, donc de produits de merchandising, de produits de licence qui rapportent beaucoup aussi et qui redistribuent au club après. Et derrière, c'est le marché des transferts aussi. C'est le marché des transferts. Donc aujourd'hui, on n'a pas de marché. Enfin, on n'a pas de droit TV, on n'a pas de transfert, de marché de transfert en Europe, clairement. L'Euroleague pense à l'instaurer. Déjà, si l'Euroleague pense à l'instaurer, c'est qu'ils veulent préparer le terrain. Donc l'Euroleague est dans une course contre la montre, tandis que la FIBA, eux, pensent plutôt à un modèle de ligue hybride de développement qui serait intermédiaire entre la balle et la NBA, quoi, je pense. Donc il y a deux visions qui s'opposent et c'est surtout que l'Euroleague veut Paris, veut Londres, veut pouvoir justement avoir les marchés où les NBA Global Games ont fonctionné. Alors justement, veut Paris, ça m'intéresse, puisqu'on n'est pas très loin de Paris ici. Donc le club de la capitale, Paris Basketball, qui fait beaucoup là pour justement se développer sur le plan marketing, mais aussi sur le plan sportif. Il est question qu'il puisse mériter une invitation en Euroleague la saison prochaine. Je me tourne vers Maud Stervinou, qui est dans le basket de haut niveau et qui suit aussi le basket masculin. Il y aurait concurrence quand même avec des marchés, notamment du Moyen-Orient. Est-ce qu'on peut considérer que la concurrence est loyale ou déloyale quand il s'agit de marchés du Moyen-Orient et de Paris ?
Moi, je la trouve déloyale. Pour l'instant, on a surtout évoqué un petit peu les questions financières autour de ce projet-là. Pour ne parler que du NBA Europe, moi, personnellement, je ne veux pas opposer deux publics entre un public qui regarde plus la NBA et l'Euroleague, mais j'adore regarder l'Euroleague et je regarde un petit peu moins la NBA, justement. Mais pour autant, j'ai un petit peu peur qu'on perde notre identité culturelle aussi sur le basket aujourd'hui que l'Euroleague est capable de proposer. Les règles seraient différentes, on a une réelle identité. Aujourd'hui, on attise aussi énormément de joueurs sur l'Euroleague, à l'image de Mike James aujourd'hui qui est devenu le meilleur marqueur européen. Moi, ma crainte, c'est vraiment de perdre l'identité culturelle qu'on est en train de se créer. Dernier mot avec toi, Vincent, sur Paris Euroleague versus d'autres marchés. Alors, moi, j'ai eu la chance de pouvoir participer à la création du Paris Basketball, enfin au moins à la mise à flot. Je posais les premières pierres avec Mathias Priez et surtout David Kahn en travaillant avec lui au quotidien. Et quand j'ai quitté le club à l'issue de la première saison, puisque je devais déménager à Toulouse, j'ai dit à David, de toute façon, toi, tu as misé pour pouvoir avoir une franchise NBA Europe d'ici 2030. Voilà ce que j'ai dit en quittant David Kahn à l'issue de ma collaboration avec lui. Donc, pour moi, c'est clair, il y aura une franchise. Pour l'instant, ils sont sur le temps de passage. Nouvelle salle, l'Eurocup, ça se passe bien, championnat, c'est pas trop mal. Mais encore une fois, j'ai déclaré dans les colonnes d'EcoFoot, il y a une planification stratégique vraiment maîtrisée du Paris Basketball. Et voilà, et quand tu changes de salle, il faut pouvoir justement planifier les ressources aussi pour pouvoir l'exploiter. Ça, Paris Basketball l'a fait. L'Asvel, ça a été plus compliqué parce que ils ont dû déprogrammer des matchs, par exemple en Euroleague. Alors, la question, Vincent, c'est est-ce que ça suffira toujours face à un marché très attractif qu'est le Moyen-Orient et qui permet aussi une autre visibilité et d'autres ressources autour, quoi. C'est la question globale. C'est pas la même force d'investissement, forcément. C'est pas la même force d'investissement, mais peut-être aussi que derrière, on va avoir des nouveaux investisseurs qui vont arriver pour développer le basket en France aussi. Ok. Justement. Bon, affaire à suivre. On ne peut pas le développer là-bas. C'est l'actu. Paris Basketball déjà sur le terrain, gagner des matchs, l'Eurocup et éventuellement l'Euroleague, c'est ce qu'on leur souhaite. Et puis on essaiera de les accompagner dans leur future saison, pourquoi pas. En Euroleague, on va remercier Vincent Beau, très très bon et très très intéressant. Pas toujours évident ce genre de sujet, mais là on a tout compris. À bientôt Vincent. À bientôt, merci beaucoup. On va enchaîner nous, dernière partie de l'émission, on a la coutume, mesdames, de faire un Wembilan. On suit bien sûr les aventures de Wemby du côté des États-Unis, donc on va en parler ensemble dans c'est quoi? Non, c'est le Wembilan d'ailleurs, c'est pas le focus, hein. C'est le Wembilan, c'est parti. Alors Laura, tu as déjà rencontré Wemby, ça c'est fait, on en a parlé ensemble. Maud, est-ce que tu as déjà croisé Wemby? Oui, j'ai eu la chance de jouer avec sa sœur Eve et donc de la voir dans les tribunes pour assister à un de mes matchs. Oh, c'est plutôt sympa, effectivement. Bon, y a un journaliste qui s'appelle Benjamin Boubèche qui est parti vivre un petit peu l'aventure aux États-Unis et qui compte un petit peu les histoires de Wemby. Il le suit à peu près partout dans les matchs, déplacements et bien sûr à domicile. On lui a demandé de nous parler un petit peu de l'évolution de Victor depuis son arrivée aux Spurs jusqu'à maintenant. On l'écoute et puis on en parle ensemble. Salut Sylvain, salut tout le monde sur le plateau. C'est un plaisir pour moi de faire ce petit Wembilan avec vous devant cette fresque à son effigie. D'autant plus que depuis 5 mois, depuis le début du training camp, les choses ont énormément évolué pour Victor Wembanyama à San Antonio, on peut s'en douter. Déjà, on voit que les chiffres bougent beaucoup, mais ça, je n'ai pas besoin de vous le préciser. Aussi, en termes de comportement, on voit vraiment une évolution pour Victor. On voit vraiment qu'il s'impose comme le leader vocal de l'équipe. Quand il est arrivé, il disait que c'était quelque chose qu'il voulait faire naturellement. Il voulait prendre le leadership de l'équipe, montrer l'exemple pour ses coéquipiers. Mais plus on avance et plus on voit qu'il occupe une place importante pour l'effectif, non seulement dans la performance, mais aussi dans le côté leadership vocal. On le voit replacer ses coéquipiers sur le terrain, on le voit aller parler à ses coéquipiers après une action. Il montre vraiment le bon exemple constamment. Ça, Popovic le souligne régulièrement. Donc vraiment en termes de comportement, dans l'aspect humain, on voit vraiment une évolution de Victor Wembanyama. Dans le jeu évidemment aussi, et c'est là où Greg Popovich l'attend, c'est qu'il est devenu la plaque tournante de l'attaque des Spurs. On s'attend à ce que tout passe par lui. On va jouer en pick and roll, on va jouer au poste, on va le laisser partir depuis la ligne à 3 points avec le ballon dans ses mains. Ses coéquipiers vont poser des écrans pour lui.
justement pour qu'il puisse marquer, pour qu'il puisse créer le jeu pour ses coéquipiers. C'est vraiment devenu le cœur battant de l'attaque des Spurs, en plus de celui de la défense, mais ça c'est déjà le cas depuis le début de la saison. Donc c'est là où Pop l'attend, c'est là où les Spurs attendent le plus de sa part, c'est là où il brille le plus aussi, parce que vraiment pour l'instant ça marche très très bien. Donc il y a vraiment en fait une prise de pouvoir de Victor Wembanyama à San Antonio. Ça pouvait aller de soi dès le début de la saison qu'il deviendrait le franchise player des Spurs, mais là il s'impose vraiment en tant que tel dans le leadership vocal, mais aussi sur le terrain, dans la performance et dans les responsabilités, et c'est assez impressionnant. L'excellent Benjamin Moubèche, correspondant donc permanent du côté de San Antonio. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, Maud, quand il s'agit de Victor Wembanyama? Est-ce que c'est sa maturité? On a l'impression qu'il est là depuis 155 ans. Ou est-ce que c'est ses aptitudes à jouer à très haut niveau? C'est un combo des deux, justement. C'est vrai que la première chose qui me vient, c'est évidemment la maturité dont il fait preuve, la capacité justement à endosser tous ces matchs, à aujourd'hui être capable aussi de se préserver, c'est pas quelque chose d'évident, mais à endosser toute cette pression aussi et à répondre présent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a envie de l'encourager, on n'a pas envie qu'il y ait d'erreur à aucun niveau, et il nous le rend bien, parce que c'est vrai que semaine après semaine, il est impressionnant. Toute la stratégie moderne, quoi. C'est vraiment le jeune athlète moderne parfait, quoi. Toute la stratégie de com qu'il y a derrière, tout est parfait. Ouais. Non, c'est vrai, on voit rien à redire. On a l'impression, c'est ça qui est dingue, c'est que c'est un super produit américain. Mais voilà, donc c'est juste génial qu'il soit. Le fait qu'il réponde aux attentes aussi. C'est à nous, c'est le nôtre, quoi. Okay. C'est exceptionnel. Rudy, Wemby, je vais l'arrêter tout de suite. Ah. Super produit français. Oui. Qui réussit très bien et qui plaît merveilleusement bien aux Américains. Ben, exactement. Mais les Finalement, Français, t'es d'accord il faut avec qu'on moi, le comme garde. souvent, On va pas faire du. de temps en temps, il chamaille. Ça arrive tard dans l'émission, mais de temps en temps, il On va chamaille. rappeler les choses quand même. Non, mais Maturité ou sa capacité à jouer et à être performant? Intelligence, maturité, il y a plein de choses. On peut faire un parallèle avec Kylian Mbappé dans le foot. Voilà, je pense que c'est des athlètes de haut niveau qui maîtrisent l'ensemble des paramètres de leur sport et de la communication. Et de l'image qu'ils doivent véhiculer par rapport à cela. Et c'est des gars qui sont au-dessus de la moyenne. Que lui a dû le faire ailleurs. Hein. Ça, quand même, rappelons. Ouais, mais même précisons-le à chaque fois. Quand même s'il a à le faire ailleurs, d'abord, il avait déjà ce chemin plus ou moins tracé du fait d'être numéro 1 de draft et avoir cette hype autour de lui. Donc il arrive, il confirme. C'est la seule chose qui nous inquiétait tous professionnels et observateurs du basket, c'est sa capacité à justement s'adapter à la NBA avec son corps un peu frêle, etc. Aujourd'hui, on voit que c'est un joueur, il n'y a rien à dire. Voilà. Maud, même la Ligue féminine de basket n'est pas la NBA, ça on le sait, mais tu fais partie de ces joueuses qui ont eu à partir tôt de la maison, un peu comme Victor. De par ton expérience, qu'est-ce qui est difficile comme ça quand on doit s'établir loin de ses bases? Parce que là, Victor, il est à 10 000 km de chez lui et les attentes sont énormes. Je dirais que c'est l'adaptation. Après, c'est vrai que là, c'est encore à une autre échelle parce que lui a changé de continent. Il y a cette visibilité aussi qui est très importante et qui rajoute de la pression. Mais c'est vraiment la capacité à s'adapter à son nouvel environnement, à sortir un petit peu du cocon et à sortir de sa zone de confort. Là, aujourd'hui, où je trouve aussi que c'est fort, c'est qu'il garde cette authenticité et ce naturel qu'on apprécie énormément parce que je ne le trouve pas noyé sous les projecteurs ou sous un côté un peu trop flashy qui pourrait, personnellement, moi, me déplaire chez un athlète. Pas too much, quoi. C'est ça, et je trouve ça vraiment admirable. On va aller sur le bilan collectif un peu des Spurs, puisque les performances de Victor sont plus qu'à la hauteur. Par contre, le bilan, c'est pas terrible. Je crois qu'il n'y a que 13 victoires au moment où on enregistre. On a demandé pareil à 14. Voilà, j'en enlève une. Toujours important, effectivement. On a demandé toujours à notre journaliste correspondant permanent du côté de San Antonio ce qu'il lui pensait du bilan collectif des Spurs. Alors bien sûr, le classement ne fait pas rêver. Dernière place de la conférence Ouest, les fans des Spurs attendaient un petit peu mieux pour la première saison de Victor Wembanyama à San Antonio. Mais il y a quand même une logique derrière tout ça. Déjà au début de la saison, on savait que les Spurs n'allaient pas vraiment finir très haut dans le classement. C'est l'équipe la plus jeune de la ligue avec une moyenne d'âge de 22 ans. Ils n'ont plus de joueurs au-dessus de la barre des 30 ans depuis le transfert de Doug McDermott. Donc il y a vraiment un manque d'expérience qui justifie ce classement. C'est un manque de moyens. C'est des équipes qui engagent le moins de salaire cette saison. Donc c'est difficile de rivaliser avec des équipes qui dépensent énormément, qui ont recruté des stars, qui dépassent la luxury tax. Ils sont dans une conférence Ouest qui est extrêmement dense où il y a 10-11 équipes qui sont très compétitives. Donc c'est pareil, c'est les équipes qu'ils affrontent le plus. C'est très compliqué de se qualifier en play-off cette année. Alors être à la dernière place de la conférence Ouest, c'est pas le signe que l'équipe est vraiment mauvaise, d'autant plus qu'elle a vraiment maximisé le développement des jeunes cette saison. On l'a vu avec Jeremy Sohan à la main en début de saison.
On l'a vu avec tous ces ballons qui vont à Victor Wembanyama, qui en toute liberté, il a vraiment carte blanche sur le terrain, parce que Greg Popovich veut vraiment voir ce qu'il va donner, voir là où il se sent le plus à l'aise. Donc il y a ce côté un petit peu observation, ce côté développement des jeunes. Donc l'emphase n'a pas été mise sur la victoire au niveau du projet. Donc en fait, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est juste la conséquence logique en fait de tous ces éléments d'un contexte à San Antonio qui justifie ces dernières places de la conférence Ouest. C'est pas révélateur du niveau de jeu de l'équipe, je pense. C'est pas révélateur à quel point les Spurs ont progressé cette saison. Et c'est beaucoup en l'occurrence. Donc voilà, pas d'inquiétude pour cette dernière place. La saison prochaine probablement ira beaucoup mieux. Pas d'inquiétude, Paul? Là, cette saison, déjà, on sait qu'ils ne feront pas les play-in. 22 matchs gagnés l'an dernier. Ils vont peut-être égaler ou arriver peut-être au niveau de leur total de victoires de l'an dernier. Mais comme le dit très bien Benjamin, ils préparent la saison prochaine. Alors à savoir, est-ce qu'ils vont préparer via la draft ou est-ce qu'enfin ils vont sortir les billets pour la free agency, ramener du Trae Young ou ce genre de joueurs? Quand on se projette un petit peu sur la draft, on a la chance dans le basket français de développer, de fournir beaucoup de talents. Vont arriver éventuellement un certain Zachary Rizaché ou un Olivier Sarr. Annoncé dans le top 5. Alex Sarr, parce qu'Olivier est déjà NBA, pardon. Merci. Est-ce que c'est pas ça l'idée aussi, c'est d'aller piocher peut-être dans les talents, dans les viviers français? On peut faire les deux. Alors après, il n'y a pas de meneur français qui est annoncé très haut dans la draft prochainement. Là, c'est pas des meneurs, même c'est ailier plutôt Rizaché et intérieur pour Alex Sarr. Donc moi, j'ai envie qu'ils n'ont pas de temps à perdre, quoi. Faut pas attendre 2-3 ans. Victor, il est prêt maintenant. Pour moi, dès la saison prochaine, faut y aller, quoi. De là à jouer le titre, on va peut-être pas aller jusque-là, mais je pense qu'ils peuvent jouer top 6, top 8 facile avec une équipe renforcée. Dès l'an prochain? Dès l'an prochain. J'en prends le pari, Sylvain, aujourd'hui. Oh là là, attention, on est filmé ici, il y a beaucoup de caméras. Hein. Je mange un rat. Écoute, j'espère que tu es prêt. Rudy, pour terminer. Je ne suis pas convaincu sur la rapidité du projet, de l'exécution du projet. Je pense qu'ils ont quand même, je crois, une trentaine de tours de draft sur les 5 ou 7 prochaines années. Avec OKC, c'est un peu la même. Donc le projet, il est plus sur celui d'OKC, se caler un peu pareil. Donc je ne suis pas sûr que même si Wemby est déjà... Est-ce qu'on ne peut pas, je te coupe, avec un Wemby, un talent générationnel comme ça, revoir un peu sa copie et essayer de l'entourer un peu plus vite, un peu plus tôt, pour lui amener ce qu'il recherche? Je pense pas. Il n'est pas là. Et je pense pas que Popovich est là pour gagner dès l'année prochaine ou il est là pour créer une décennie, une legacy. Voilà. Lui, c'est ça son projet. Ça a toujours été ça. Il a construit les Spurs d'avant. On ne peut pas commencer dans 1 à 2 saisons. Les playoffs. Dans 2 ou 3 saisons, oui, les playoffs, etc. Commencer à pointer sur le bout de son nez, essayer de passer des tours. Mais vraiment commencer à gagner un titre et ensuite maintenir le niveau des Spurs comme il a pu faire avec la décennie Tipeee, Duncan et Ginobili, c'est son projet. Je pense que c'est son projet. Ils ont assez de tours de draft pour le faire et ils vont le faire. Déjà l'année prochaine, ils vont finir déjà dans les 3 derniers, donc ils vont avoir au moins. Ils vont choisir en premier, dans les premiers. Les 3 premiers et ils ont le 7e tour. Ils ont le 7e choix. Donc ils ont déjà 2 choix dans les 10 premiers. C'est extraordinaire. Il va déjà construire là-dessus. Donc je ne pense pas qu'ils vont énormément investir l'année prochaine. Peut-être dans 2 ans, après avoir peut-être développé la draft. Laura, est-ce que tu partages l'avis pour conclure de Rudy? On attend ou quand on peut gagner tout de suite, qu'on est sur le terrain, on a envie de gagner, quoi. Moi, justement, j'aimerais qu'il gagne assez vite. Mais ça serait dommage. C'est vrai qu'imaginons il se blesse ou quelque chose comme ça. Je ne souhaite pas. Oui. Ça serait vraiment la pire des choses. Mais là, c'est vrai que si l'année prochaine ou dans 2 ans, on pouvait tout de suite consolider l'équipe, ça serait bien. On veut qu'il gagne, pourquoi? Parce qu'on est français, on veut qu'un Français gagne vite. C'est vrai, c'est ça. Je sais pas, moi, si on se souvient bien, même LeBron, voilà, LeBron qu'il était, il a mis 7 ans pour arriver en finale NBA. Et avant de gagner un titre, il a mis 9 ans. Jordan, pareil, ça a été assez long. Jordan, pareil. Il y a quand même une forme de processus à respecter. Il y a un travail, il y a un processus. Et je pense que justement, pour maintenir justement une certaine longévité autour d'une franchise, surtout, parce que c'est quand même une entreprise qu'il faut faire tourner longtemps, à un certain niveau, je pense qu'il y a une construction à faire. Et c'est pas tout de suite investir et faire peut-être et perdre des tours de draft.
qui va leur permettre justement d'atteindre cet objectif-là, qui est d'être bon pendant longtemps. Wemby, je pense qu'il est là pendant 10, 15, 20 ans chez les Spurs. Donc, encore une fois, si le fils... Est-ce que les Spurs n'y pensent pas avant tout à savoir quand est-ce que Popovic va partir? Parce que, non, c'est lui, c'est Popovic les Spurs. C'est Popovic les Spurs. Oui, non, mais toi tu parles de 15 ou 20 ans. Je dis 15 ou 20 ans. Dans 15 ou 20 ans. Autre débat qu'on ne va pas ouvrir maintenant parce qu'on est en train d'exploser les compteurs. Très, très, très intéressant. On va suivre de toute façon l'évolution technique et physique et psychologique et médiatique de Wemby. Pour l'instant, tout est coché, tout est vert pour ce jeune homme qui avance très très vite. On va remercier Maud d'avoir été hype avec nous. Bonne récupération. On te revoit sur les terrains quand du coup alors. Saison prochaine? Ma saison est terminée, alors Okay. on peut espérer me revoir cet été sur les terrains de 3-3. Ok, bon, rendez-vous est pris. I Can Play, il y a un pré-show, hein, on le redit, mais en juillet, il se passe des choses du côté de Paris. C'est dans le 18e, si j'ai bien Ouais, ce sera compris. toujours dans le 18e. Les dates, 4, 5, 6 Là, ça va peut-être être revu. Du coup, pour l'instant, je vais rien dire, mais ça sera sur les grandes vacances. On surveillera sur les réseaux, 60 000, 80 000 personnes, on sera tous au courant. On va remercier la Dream Team. Thomas? Oui, moi aussi je serai en 3-3, mais dans mon jardin. Dans ton jardin? Bon, t'es déjà quelque part, c'est déjà pas mal. On vous dit merci beaucoup d'être venu. On se retrouvera mardi prochain pour une nouvelle émission de Hype. Merci beaucoup à toi, Paul. Très vite, à mardi. Yes, bonne fin de journée, bonne fin de soirée et à bientôt. Ciao. Salut à tous, c'est Maud Stervino, joueuse de Saint-Amand et No Basket. Je vous invite à suivre sur les réseaux l'émission Hype, du contenu basket à tout va, ça va vous plaire.